Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons une personnalité du monde intellectuel et une personnalité du monde politique pour approfondir un grand sujet d'actualité. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'agricultrice et députée européen Céline Imar et le philosophe et écrivain Gaspard Koenig, auteur d'Agrophilosophie. Peut-on réconcilier l'écologie avec les agriculteurs? C'est la question que nous poserons à nos deux esprits libres. Céline Imar, Gaspard Koenig, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons débattre pendant une heure de la situation du monde agricole, de la question également de l'écologie. Est-ce qu'il est possible de réconcilier ces deux univers? Je voulais commencer par une question malgré tout d'actualité avec vous, Céline Imar. Il y a un an, on avait assisté à un mouvement d'ampleur des agriculteurs, de colère, qui s'était étendu sur près d'un mois. Un an... ils protestaient notamment contre les normes européennes, le pacte vert, le Mercosur aussi. Un an après, le mouvement est reparti. Au moment même où on se parle, il y a des actions qui devraient durer. Comment expliquez-vous cette colère et est-ce que rien n'a été fait depuis un an ? La colère, elle est explicable parce qu'en fait, les agriculteurs sentent qu'il n'y a pas eu de réponse et de changement matérialisé dans les cours de ferme par rapport à des questions essentielles qu'ils ont soulevées. Donc, il y a la problématique du revenu qui était très clairement posée et qui ne s'est pas améliorée, en partie due à des facteurs structurels et en partie à des facteurs conjoncturels, puisque l'année 2024 a été exceptionnellement mauvaise en raison notamment des facteurs climatiques pour tous les secteurs. Et puis, il y a la problématique de la norme et de la suradministration qui a été aussi posée par les agriculteurs. Il y a certaines choses qui ont été faites, mais ça n'est pas encore en train de percoler dans les cours de ferme. Et puis, il y avait surtout une troisième question, un troisième point essentiel qui avait été soulevé par le monde agricole, qui était une question existentielle. La question existentielle qui a été posée, c'est de dire, est-ce que la France veut encore de nous? Est-ce que l'Europe veut encore de nous? Est-ce qu'aujourd'hui, on veut encore que les agriculteurs produisent notre alimentation, alors qu'un poulet sur deux vient des pays tiers de l'Union européenne, les fruits et légumes, on arrive à 70%, etc., etc. Ou est-ce qu'on veut simplement nous donner un rôle de manager du paysage? Est-ce qu'on veut simplement qu'on plante des haies, qu'on stocke du carbone et qu'on rende tout un tas d'externalités positives, finalement, pour le paysage? C'est ça la question. Et aujourd'hui, les agriculteurs n'ont pas de réponse. Et ils disent, est-ce qu'on veut encore de nous pour produire notre alimentation? Ou est-ce que la Commission européenne et les États qui nous imposent des normes extrêmement drastiques et les plus drastiques au monde, préfèrent qu'on reste dans ce ce rôle de manager du paysage et finalement importer de plus en plus notre alimentation cœur de gamme de pays tiers? Et cette question, elle n'a toujours pas eu de réponse. Donc le Mercosur, dans ce contexte-là, c'est l'allumette sur le baril de poudre. On reparlera du Mercosur. Fait un peu exceptionnel dans cette émission, avant que ça commence. En plus, on a commencé un peu en retard. Un monsieur est venu me voir en me disant qu'il était agriculteur, qu'il avait une question à vous poser. Donc je vais lui laisser la parole. Monsieur, si vous voulez vous présenter. Est-ce que je dois me lever ou est-ce que je peux rester assis? Non, c'est pour une question de cadrage. Madame, je suis très heureux de vous rencontrer. Très heureux de vous rencontrer. Et je suis exploitant viticole dans le Var, en Bandol. Je ne vous donnerai pas le nom de mon exploitation pour qu'on ne puisse pas m'accuser de faire de la publicité. Mais sachez que je suis très heureux de vous dire que nous, comme beaucoup d'autres, nous c'est un secteur un peu particulier. Le vin, et le vin de Bandol est très connu. Mais nous crevons un peu sous les... Alors nous sommes bio, je suis HVE, ça doit vous parler, peut-être pas aux gens qui sont là, mais haute valeur environnementale. Nous crevons sous les papiers à remplir. Nous sommes à la MSA, nous crevons sous les papiers à remplir et sous les contrôles en permanence, plus ou moins sympathiques. J'ai promis que je serais court, mais madame, merci pour ce que vous faites et tenez bon parce qu'on souffre énormément à tous les niveaux. Et justement, est-ce que concrètement, quelle réponse peut lui être apportée par l'Union européenne notamment? Le mal-être qui existe dans les campagnes et dont monsieur se fait l'écho aujourd'hui, c'est vraiment la raison fondamentale de mon engagement en politique. Parce qu'il y a trop de distance aujourd'hui entre la réglementation qui est prise et ce que vivent les agriculteurs sur le terrain. Je suis une grande fan de Bandol et du Mourvèdre. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Mais le moteur de mon engagement, il est là, c'est qu'aujourd'hui, il faut cesser d'imposer des réglementations qui ne sont pas liées au terrain. Il faut inverser la logique et il faut
passer par la connaissance et la confiance envers le terrain. Et on peut très bien avancer dans tout un tas de sujets en contractualisant notamment des logiques. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, il faut que là, et ça ne concerne plus les parlementaires européens, malheureusement, il faut que la France cesse de surtransposer. La France a une maladie grave, c'est qu'elle veut toujours laver plus vert que vert, et cela doit cesser. Gaspard Koenig, vous êtes auteur d'agrophilosophie, vous avez également fait un roman autour de la question de l'écologie, mais vous avez fait des essais contre les normes, justement. Comment on rend compatible, finalement, l'agriculture avec l'écologie, peut-être sans en passer par les normes, à votre avis? D'abord, ce que je voulais dire, et ce que j'ai vraiment constaté en écrivant cet essai d'agrophilosophie, c'est que l'agriculture a toujours été un objet politique. Donc l'agriculture n'a jamais, en fait, été laissée aux agriculteurs. Ça commence avec la révolution néolithique, où les anthropologues nous apprennent que la manière dont l'agriculture était insérée dans telle ou telle communauté était l'objet de délibération, d'un imaginaire social, nous disent David Graeber et David Wengrow, qui fait que certains choisissaient le labour, d'autres choisissaient de rester nomades, certains mélangeaient les deux, mais c'était toujours un phénomène collectif. Plus proche de nous, les physiocrates à la Révolution française, avant la Révolution française, au XVIIIe siècle, ils révolutionnent l'agriculture en la faisant passer, disons, en mode, je simplifie, capitaliste, c'est-à-dire que désormais, il n'y a plus des petits fermiers isolés, mais on va au contraire avoir des entrepreneurs agricoles, le mot apparaît au XVIIIe siècle, beaucoup de paysans vont devenir des employés, on va investir du capital. Et les mêmes physiocrates esquissent les réformes qui sont les réformes de Turgot et qui sont finalement les réformes libérales de la Révolution française. Encore plus proche de nous, dans les années 60, quand on fait la Révolution verte, quand l'agriculture à la fois se mécanise et puis surtout commence à utiliser beaucoup plus de produits chimiques, c'est une volonté de l'État, c'est la volonté de De Gaulle, c'est Edgar Pisani, qui pendant 5 ans, il le regrettera d'ailleurs à la fin de sa vie, il est assez intéressant, dans les années 90, il lance un mouvement qui veut faire en fait tout le contraire. Mais c'est bien l'État qui commence, et puis ensuite avec l'Europe, à instiller cette révolution agricole. Donc l'agriculture n'a en fait jamais été laissée aux agriculteurs. Pourquoi ? Parce que la terre, c'est évidemment une chose commune. Et j'en profite pour dire que la question des haies, ce n'est pas une question seulement de paysage. C'est évidemment, la question des haies, c'est la question des sols. C'est une question beaucoup plus vitale. C'est la question aussi des solutions fondées sur la nature. C'est une question. Mais c'est aussi la question de la réglementation qui s'applique. Oui, et alors j'en viens à la réglementation, si je puis me permettre. J'en viens à la réglementation parce qu'effectivement, je suis dans une sorte de case assez particulière où je suis à la fois maintenant totalement convaincu de la nécessité de faire une nouvelle révolution agricole qui sera la révolution agroécologique et qui devrait nous mener à nous passer autant que possible d'intrants chimiques et de labour profond, et que ça, c'est une nouvelle perspective et pour l'agriculture, et pour nos sociétés, et pour l'humanité, et que c'est un progrès qui est aujourd'hui vanté, expliqué par les agronomes, par les hydrologues, par les médecins. Enfin, c'est vraiment l'horizon de la science aujourd'hui. Et pour ça, il faut entraîner évidemment toute la société. Ce n'est pas juste une question d'interdire tel ou tel produit. Il faut refondre l'aménagement du territoire, il faut refondre l'éducation, la formation, évidemment les circuits de distribution. Mais quand j'ai fait mon tour de France à cheval, j'étais très souvent logé par des agriculteurs de tout type d'ailleurs, parce que quand on dit les agriculteurs, je rappelle qu'il y a 20% d'agriculteurs à la Confédération paysanne. Donc il y a quand même, on entend toutes les opinions quand on parle aux agriculteurs. C'est absolument pas. On en reparlera, mais entre la FNSEA, la coordination rurale effectivement et la Confédération paysanne, c'est trois visions différentes. Et des propositions différentes. Je finis juste là-dessus. Et donc la question des normes, elle m'est apparue frontalement. C'est pour ça qu'après ce voyage un peu initiatique, j'ai fait un mouvement politique qui s'appelait Simple, justement sur la question de l'allègement réglementaire et du fait que ces normes, cette bureaucratisation intense de la vie que les agriculteurs ressentent plus que les autres parce qu'ils ont la double peine d'être à la fois des indépendants et d'être éloignés des centres de pouvoir et d'information, est un des maux les plus tragiques de notre société. Mais simplement, donc quand il y a eu la révolte agricole avec les panneaux à l'envers, ils voulaient dénoncer l'absurdité réglementaire, je ne pouvais avoir qu'une sympathie totale pour ce constat-là, ce mouvement-là. Et c'était d'ailleurs très fort de retourner les panneaux. Parce que quand on passait dans les campagnes françaises, on les voyait tous les jours, plusieurs fois par jour. Et tous les jours, plusieurs fois par jour, les gens disaient « Ah, mais pourquoi le panneau il est retourné ?» Ah oui, parce qu'on marche sur la tête, c'était leur slogan qui était pas mal.
Mais simplement après, et je finis pour expliquer ma position. Vous aurez le temps de répondre. On a le temps. L'idée, c'est d'avoir. Je considère que simplifier, c'est pas alléger. Et c'est là que le gouvernement s'est fourvoyé en disant on va mettre un peu plus la poussière sous le tapis, on va vous réduire, vous mettre entre parenthèses le plan éco-phyto, on va vous permettre de gagner quelques années. Là, le Parlement européen repousse d'1 an la loi sur la déforestation importée. Bon, tout ça permet de rester dans le même modèle encore quelques temps sans se poser la question fondamentale. Mais une norme simple est une norme hyper contraignante. Je fais une expérience de pensée. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Expérience de pensée. On dit, comme on a fait pour les véhicules thermiques, en 2035, plus d'intrants chimiques en Europe. Et puis, évidemment, les barrières douanières qui vont avec. C'est une norme extrêmement simple. C'est aussi une norme incroyablement contraignante pour les agriculteurs. Mais quand vous mettez cette norme-là, vous n'avez plus besoin de lois précises sur les haies, sur les zones humides, sur les jachères. Parce qu'en fait, naturellement, les gens vont devoir trouver des solutions pour pouvoir respecter quelque chose qui est décidé collectivement, qui, je pense, a un sens très fort pour l'avenir. Et je le dis avec gravité, pour l'avenir de la vie sur Terre. Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, selon les chiffres de la Commission européenne elle-même, 61% des sols européens sont dégradés, quand on constate, comme je l'ai fait en allant beaucoup sur le terrain pour mon roman Humus, que des sols ne sont plus capables de retenir l'eau, qu'ils partent en boue quand il y en a trop, qu'ils sont friables et qu'ils partent en poussière quand il n'y en a pas assez, on comprend qu'on détruit ce qui fait notre humanité, parce que l'humus, c'est l'humanité, c'est-à-dire la vie du sol. Et donc, ça, c'est à moyen terme quelque chose de vital. Vous savez, Michael Gove, qui était ministre de l'Environnement d'un gouvernement conservateur, disait une nation peut se remettre des guerres, des épidémies, mais elle ne peut pas se remettre de la destruction de son sol. On a compris, vous avez bien posé les enjeux. Donc, Céline Lima, Gaspard Koenig explique qu'il est à la fois contre les normes, mais qu'il voudrait une réforme radicale de l'agriculture, changer radicalement de modèle. Est-ce que ça vous paraît réaliste? Vous voyez, si les panneaux ont été retournés, vous avez eu le temps de les admirer. C'est vrai qu'à cheval, c'est un mode de déplacement très doux. C'est précisément à cause de discours comme les vôtres, qui font preuve d'une condescendance et d'une sorte de réflexion en mode yaka faucon que les agriculteurs, précisément, nous ne supportons plus. Vous voyez, quand vous parlez, premièrement, de la révolution agroécologique, on a toujours l'impression d'entendre des discours comme ça, de philosophes, d'écologistes, qui nous expliquent qu'en fait, il faut faire la révolution verte, comme si on n'avait rien fait pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans. On a déjà passé la première, on a passé la deuxième, on passe la troisième. Simplement pour ça, il faut écouter ce que dit le terrain, et non pas imposer des discours complètement hors sol en disant il faut, je vous cite encore, il faut arrêter de rester dans le même modèle. Ça, c'est autre chose qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand j'entends parler du modèle agricole au singulier. Ce qui montre déjà une méconnaissance absolument totale de la manière... Ben alors, il ne faut pas parler de modèle, il ne faut pas parler de changer le modèle. Parce qu'aujourd'hui, justement, on est bien en peine de dire ce que va être le modèle agricole en France. On a une agriculture qui est principalement acquise aujourd'hui par les familles. Le capital des fermes est encore maintenu de manière familiale, ce qui nous différencie énormément de nombreux autres pays du monde. Donc aujourd'hui, ça c'est la première des choses, c'est que parler de faire la révolution verte, alors qu'on a déjà fait la révolution verte, en 10 ans, en 15 ans, à 20 ans, on a énormément accéléré les transitions. Et on n'a pas attendu qu'on nous les impose. Simplement aujourd'hui, là où ça bloque, c'est que la transition doit se faire par une logique de confiance et non pas par une logique normative. On n'a pas besoin qu'on nous impose avec la loi sur la déforestation. On peut imposer des objectifs, c'est ce que disait Gaspard Koenig. Oui, mais on a parlé du règlement sur la déforestation. On passe pour des méchants au Parlement européen parce qu'on a reculé d'1 an l'application du règlement sur la déforestation. Mais ce règlement, c'est quoi? Ce qu'on a voulu faire, c'est créer une catégorie de pays zéro risque. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est produit dans le monde, en termes de soja, de viande bovine, d'huile de palme, de tas de choses, on ne peut pas imposer les mêmes obligations de reporting, de traçabilité, de géolocalisation des parcelles, de contrôle, etc., à tout. Par exemple, les agriculteurs qui font de la viande bovine en France ne sont pas issus d'un risque de déforestation, contrairement aux agriculteurs qui vont produire du soja ou de la viande bovine ou de l'huile de palme en Malaisie, en Indonésie ou au Brésil. Donc là où encore une fois, les écologistes et le Parti des Verts à Bruxelles a parlé d'un détricotage de la loi sur la déforestation, pas du tout. Ce qu'il s'agissait de faire pour la droite européenne, c'est de dire aujourd'hui, il y a des pays qui sont une catégorie zéro risque, on ne peut pas imposer les mêmes obligations de reporting et de traçabilité aux agriculteurs français et européens
qu'aux agriculteurs brésiliens ou indonésiens, qui, eux, effectivement, sont susceptibles, potentiellement, de produire des denrées à base de la déforestation. Et c'est ça le véritable problème. C'est qu'aujourd'hui, on a un discours qui est tellement dogmatique, où on va toujours parler de la nécessité de défendre le changement de modèle, le passage à vraiment la révolution verte, mais on ne prend pas en compte ce qui a déjà été fait sur le terrain. Toutes les initiatives qui sont faites, toutes les personnes, tous les agriculteurs, il n'y a pas que le label bio qui existe. Il y a derrière, il faut aller voir l'agriculteur, aller voir le viticulteur, le vigneron, l'éleveur, et vous verrez que moi je suis céréalière et je prends aussi des techniques du bio, même si je n'en ai pas le label. Et en fait, l'intelligence collective, l'intelligence de terrain doit pouvoir prendre le pas sur des discours monolithiques. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une impulsion politique, pour le coup, ce dont parlait Gaspard Koenig, alors sans doute la date de 2035 est trop tôt, mais se fixer à un objectif fort, quitte à laisser les gens sur le terrain trouver par eux-mêmes des solutions. Oui, ça s'appelle le principe de liberté technologique. Et c'est exactement ça, la question de la réglementation. C'est qu'il faut cesser d'imposer des choses d'en haut et rentrer dans une logique de confiance. Et oui, on peut avoir des contrats d'objectifs, mais il ne suffit pas de fixer des dates. Aujourd'hui, cette histoire du moteur thermique avec son interdiction en 2035, c'est le plus beau des cadeaux faits à la Chine, parce qu'on sait très bien que sur le moteur électrique, sur le véhicule électrique, on dépend de la Chine. Donc on augmente notre degré de dépendance technologique et on sait très bien qu'on est en train, excusez-moi passez-moi l'expression, mais c'est réel, de flinguer l'industrie automobile européenne. Et ça, ce n'est pas une logique. On peut donner des trajectoires de progrès, des logiques d'objectifs, mais on ne peut pas faire ça de manière à utiliser tout le temps le bâton et jamais la carotte. On prend les agriculteurs pour des ânes, on prend les industriels pour des ânes, on cherche toujours à utiliser le bâton ou la carotte, et ça, ce n'est plus possible. Bon. Cette logique-là ne peut plus être viable. On va laisser répondre Gaspard Koenig. D'abord, n'étant pas politique, moi je vais me passer des attaques ad hominem. Simplement pour dire que, d'abord, quand j'ai fait ces recherches à la fois sur Humus, maintenant sur agrophilosophie, mon premier souci, c'est justement d'éviter ce que vous dénoncez. Donc, moi j'habite en Normandie, je suis entouré d'agriculteurs. D'ailleurs, c'est très intéressant puisque j'en ai un qui est en bio, éleveur depuis 40 ans, et l'autre à côté qui lui, transforme son lait et qui n'est pas, enfin, étant conventionnel, comme on dit, et que je vois bien qu'il y a 1000 nuances dans cette profession. C'est d'ailleurs ce que je disais, quand vous allez au Salon de l'Agriculture, au fameux Hall 4, vous avez à la fois des stands sur l'agriculture de conservation des sols qui vous dit, nous, on met un peu de glyphosate, mais on ne fait plus du tout de labour, c'est mieux pour la vie du sol. Vous avez le stand bio qui vous dit, ah, mais non, nous, on ne met pas du tout de produits, et puis bon, ça nous impose un peu plus de mécanisation, mais c'est mieux pour la santé humaine. Et après, vous allez sur le stand de l'INRAE qui vous dit, mais non, mais le grand Graal, c'est la transition agroécologique complète, où donc on passe en semi-direct et on ne fait plus ni d'intrants, ni de labour profond. Et puis à côté de ça, vous avez le stand de la FNSEA, de la Confédération paysanne, le ministère de l'Agriculture. Et vous voyez bien que tous ces gens-là vont effectivement plus ou moins dans la même direction. Et je suis d'accord sur le fait que plus personne ne vous dit aujourd'hui la solution, c'est la chimie. Et que sur le plan, disons, intellectuel, théorique, quelque part, la bataille, elle est déjà gagnée. C'est-à-dire que chacun explique, que ce soit avec le label, justement, dont parlait monsieur HVE, contesté par ailleurs, et ça, je ne connais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, chacun essaye de montrer qu'il réduit ses intrants aussi parce qu'ils coûtent de plus en plus cher et que, par ailleurs, on constate des baisses de rendement qui sont dues, justement, à la surexploitation des sols. Mais je reviens sur ce que je disais, c'est pas parce qu'on n'est pas agriculteur, alors même si j'ai mes propres expériences au jardin, mais c'est des expériences d'amateur, mais enfin au moins j'essaye quand même de mettre la main à la pâte. C'est pas parce qu'on est agriculteur, qu'on n'est pas agriculteur, qu'on ne peut pas avoir un discours sur l'agriculture. C'est encore une fois un objet politique qui nous concerne tous. Roosevelt, dans les années 30, c'est-à-dire il y a un siècle, au moment du Dust Bowl américain, c'est-à-dire ce nuage de poussière qui a ruiné des agriculteurs parce qu'on avait fait trop de labour, et dont on peut voir les conséquences dans les romans de Steinbeck. On n'a pas dit « Ah ben non, mais c'est une logique du contrat, c'est la confiance, on va bien voir ce qui se passe ». Roosevelt, président américain, a dit « Une nation qui détruit ses sols se détruit elle-même ». Et pour, je ne sais pas si c'est changer de modèle, mais aller vers cette agriculture qui recherche des solutions, qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui sont, et je vais y revenir dans un moment, l'horizon de la science aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut changer des choses. On ne peut pas laisser la même PAC qui, essentiellement, accorde des subventions à l'hectare et encourager par ailleurs les gens à faire des zones humides, des jachères et des haies.
Donc, il y a des contradictions structurelles dans la manière dont, aujourd'hui, l'agriculture est réglementée et dans la manière dont elle est financée. Donc, il y a bien une réflexion quand même collective à avoir, qui est à la fois qui est politique, au sens noble du politique, qui devrait avoir lieu, alors qu'aujourd'hui, on ne cesse de parler de mesures quand même assez picrocollines et d'arrangements extrêmement marginaux. Et puis, j'aimerais enfin répondre à la question du fait d'être hors sol et tout ça, c'est vraiment très facile de dire ça. Moi, j'accepte de parler philosophie avec des gens qui n'ont pas des diplômes de philosophie. Je ne trouve absolument pas ça anormal et je ne mets jamais en cause leur légitimité. Pour dire que quand on lit, par exemple, le livre de quelqu'un qui, je pense, n'est pas hors sol, qui est médecin, qui est Christian Bréchot. Christian Bréchot, il a publié le mois dernier chez Odile Jacob La révolution du microbiome. Vous voyez, il n'a rien à voir avec l'agriculture. Il était patron de l'INSERM, patron de l'Institut Pasteur. Maintenant, il est professeur de médecine aux États-Unis, spécialiste des microbiotes. Il fait son livre, donc moi que je lisais, voilà, indépendamment de toutes ces questions-là, pour expliquer que ce que la recherche nous montre aujourd'hui, c'est que les bactéries se correspondent entre nos estomacs, nos intestins et le sol, la terre. Et que donc, quand on modifie le microbiome de la terre avec des produits dont on ne connaît pas exactement je veux dire, on est à l'échelle de quasiment de millions d'années, parce qu'on parle d'évolution naturelle, donc on ne connaît pas exactement les effets, on modifie aussi le microbiome intestinal humain. Et qu'est-ce qu'il conclut, ce professeur de médecine? Il conclut 50 pages sur la nécessité de la transition agroécologique, en reprenant toutes les références que j'ai par ailleurs explorées, les écrits des agronomes comme Marc Dufumier. Aujourd'hui, encore une fois, vous parlez aux gens qui sont dans la recherche agronomique, et ils vous parlent d'associations culturales, de couverts végétaux, bref, de toutes ces techniques qu'on peut mettre en œuvre, qui demandent beaucoup de science, qui demandent beaucoup de savoir, qui ne sont absolument pas un retour au passé, ni un retour à la terre, ni un retour à la tradition, qui sont au contraire à la pointe du progrès, et qui permettent, mais comme je suis sûr, vous l'indiquez, vous le faites dans votre propre exploitation, et qui permettent de résoudre des problèmes, non pas avec de la chimie, mais avec une ingéniosité qui permet de rendre la nature productive. Et le dernier point que je voudrais faire, c'est que je ne pense pas qu'il faille condamner, je pense qu'il est très maladroit de condamner le productivisme, et que ce terme de productivisme est extrêmement mal choisi. Parce que, d'abord, évidemment, il donne le bâton pour se faire battre, en disant vous n'êtes pas productiviste, donc vous voulez la décroissance, pas de rendement, etc. Et surtout parce que tout agriculteur veut être productif, c'est bien normal. Tout écrivain aussi veut écrire des mots, enfin chacun veut produire. Et je pense que c'est presque ce qu'il y a de plus noble dans l'homme que de vouloir produire. Donc, quand vous allez voir des maraîchers bio, ils sont très contents, ou des permaculteurs, ils sont très contents de vous dire qu'ils font de la culture intensive et que sur 2 mètres carrés, ils arrivent à avoir beaucoup plus de choses, beaucoup plus de rendement que, par exemple, en utilisant des techniques plus conventionnelles. Donc, bien sûr que tout le monde veut produire. La question, c'est de produire sans mettre en danger le capital. Vous savez, dans un raisonnement économique de productivité, il y a le capital et le rendement. Mais il faut maintenir son capital. Or, aujourd'hui, le risque, c'est de détruire le capital pour des raisons économiques de moyen terme, qui est le sol. Et donc, revenir au sol et aux haies, par exemple, dont on se moque, il est facile de se moquer, mais on détruit toujours aujourd'hui 20 000 km de haies par an, malgré toutes les réglementations, c'est permettre à la vie d'être par elle-même fertile dans les sols, plutôt que d'y substituer des produits qu'on maîtrise très mal, qui se retrouvent aujourd'hui dans les nappes phréatiques. Vous avez vu, encore aujourd'hui, on a sorti un rapport qui montre à quel point l'eau est polluée. Donc du coup, il faut investir dans des usines de dépollution extrêmement coûteuses et complexes, avec de l'ozone inversé et je ne sais quoi d'autre, simplement parce que les zones de captage sont pleines de produits qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui. Et même les produits qu'on a interdits dans les années 90 se retrouvent toujours dans les sols. Ce sont des choses qui perdurent. On prend énormément de risques. Et je pense que la science, aujourd'hui, impose la prudence et que c'est une question de survie pour les générations qui viennent. C'est au-delà d'être une question immédiate de rendement, de rentabilité. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat ou pas? Ou est-ce que c'est un constat trop alarmiste? Et sur la question des haies, par exemple, est-ce qu'il faut réglementer? Voilà, comment vous réagissez? Est-ce que vous partagez au moins un constat avec Gaspard? Moi, je constate que je ne fais aucune attaque ad hominem, premièrement. Si vous acceptez en tant que philosophe de prendre la parole dans un débat public, il faut aussi accepter qu'il puisse y avoir du débat. Donc ça, c'est la première des choses. Moi, quand j'entends parler de ces expressions clés en main, comme surexploitation des sols, les sols sont morts, l'eau est polluée par des produits qu'on ne maîtrise pas. Vous n'êtes pas d'accord sur le constat, en réalité.
Ce sont des expressions... Je ne vous ai pas interrompu. Les expressions clés en main qui visent comme ça à jeter l'opprobre sur un type de pratique et sur une profession ne sont plus acceptables. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun consensus sur le fait qu'on a des sols surexploités. Ce sont des personnes qui disent vous avez des sols surexploités. L'Institut européen pour l'étude des sols. Sur le fait qu'il y a aujourd'hui des produits chimiques issus de l'agriculture qui polluent les eaux. Ça encore, ce sont des arguments clés en main qui sont repris par toutes les ONG anti-pesticides européennes qui sont vraiment mises en épingle par toutes les ONG, comme elles ont pu détruire le nucléaire pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, en disant vraiment que le nucléaire, c'était le danger pour l'humanité. Maintenant, aujourd'hui, leur nouveau dada, c'est le pesticide. Bon, on sait très bien que les métabolites de dégradation qui existent dans les pesticides et qui peuvent polluer les eaux sont les mêmes que celles qui existent dans les lessives. On sait que le premier polluant des eaux, c'est ce qui va concerner les résidus pharmaceutiques et notamment la pilule contraceptive ou le paracétamol, qui sont les premiers résidus polluants qu'on retrouve dans les eaux. Mais on trouve ça toujours beaucoup plus commode, effectivement, de prendre l'agriculture comme objet politique et de dire il n'y a qu'à Faucon, les agriculteurs, ils nous empoisonnent et tout est leur faute. Mais sans aller jeter l'opprobre sur... C'est pas ce qui a été dit. Non, mais c'est intéressant de voir que... En parlant de surexploitation des sols... Pour faire un point, c'est intéressant de voir que vous ne partagez pas le constat et trop alarmiste d'une partie de... Non, ce n'est pas une question de ne pas partager le constat. C'est la manière dont on donne comme ça des expressions qui sont basées exclusivement sur la peur qu'elles véhiculent et sur le fait que, en fait, l'origine de ces mots vient des pratiques agricoles et du monde agricole. Et ça, ce n'est plus possible de continuer dans cette logique. En disant, dès qu'on parle du monde agricole, on parle d'une surexploitation des sols ou de la pollution des eaux. Ce n'est pas possible, comme ça, d'utiliser ces expressions-là et de partir de ce constat. Donc, ce n'est pas la question de se moquer des haies ou de dire il ne faut pas de haies. Ce n'est pas la question. La question, c'est aujourd'hui de partir sur une logique où la partie environnementale doit être étroitement liée à l'impact social et sociétal aussi de l'agriculteur et à l'impact économique. Et en fait, ce n'est pas en faisant la politique de la peur ou en mettant le buzz ou simplement en parlant de surexploitation des sols, de pollution des eaux, ce qui n'est pas un constat partagé et ce qui jette l'opprobre sur une profession. Il faut regarder les choses à 360 degrés. Et c'est pour ça que je préfère parler de développement durable. Parce que derrière cet impact sur tout notre environnement, il faut regarder aussi ce qui se passe dans la vie de l'agriculteur, la vivabilité de la vie d'agriculteur sur l'exploitation, de l'impact social, sur le fait que plus on va exiger une montée en gamme, plus on va exiger en fait que dans cette transition écologique qu'on fait déjà et qu'on nous demande d'accélérer, et ben en fait le seul qui prend le risque et qui finance le risque aujourd'hui, c'est l'agriculteur. C'est le seul aujourd'hui quand on va semer des couverts, quand on va investir dans du matériel, quand on va faire cette montée en gamme qui est aussi vertueuse sur le plan environnemental et écologique. Mais en fait l'agriculteur est le seul à en payer le prix. C'est exactement ça le problème, c'est qu'aujourd'hui tout le monde nous réclame une transition, un changement de modèle au singulier en nous accusant d'être responsables de tous les maux de la Terre. Mais la vérité, c'est que ce discours ne passe plus parce qu'aujourd'hui le consommateur n'est pas prêt non plus à payer cette prise de risque. Et c'est pour ça que les discours Yaka Faucon ne fonctionnent plus et ne passent plus. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Il faut cesser le discours catastrophiste, regarder ce qui se fait de bien, regarder la trajectoire de progrès. Et là, on a des chiffres et on a aussi des très bonnes choses qui se font. On parle des kilomètres de haies, mais on ne parle pas des 300 000, 400 000 maintenant kilomètres de bandes enherbées que sèment les agriculteurs pour protéger les cours d'eau, qui représentent plus que la distance de la Terre à la Lune. En fait, on va toujours, comme ça, sortir des expressions qui font peur avec des discours très catastrophistes, mais on ne regarde pas ce que l'agriculture fait de bien et comment elle produit aujourd'hui les meilleurs produits du monde, l'une des meilleures gastronomies du monde, l'agriculture la plus tracée, la plus vertueuse et qui ne demande qu'une chose, c'est en fait d'arrêter avec ce discours d'agribashing et de faire un petit peu une logique de confiance et une logique d'aider la prise de risque pour encore accélérer les transitions qu'on nous réclame, mais dans une logique de confiance et de financement. Et moi, quand j'entends dire que la PAC aujourd'hui doit cesser les aides à l'hectare, mais ça, c'est typiquement le discours que les agriculteurs ne comprennent pas, parce que l'aide à l'hectare, elle est là pour soutenir la production. Et elle est là pour soutenir, en fait, le fait de produire l'alimentation. Si on enlève les aides à l'hectare et qu'on refocalise exclusivement les aides sur qu'on appelle du second pilier, c'est un peu technique, mais sur des pratiques extrêmement vertueuses, c'est un peu la fin du concours d'entrée à Sciences Po. Vous voyez, on va sélectionner les élèves, on enlève le concours d'entrée, on enlève certains critères et on les sélectionne, on sort de la méritocratie en cochant des cases. Celui qui vient de la biodiversité, de la banlieue, de la campagne, voilà. Il faut que le tableau à la fin soit le tableau qu'on veut y avoir. Il n'y a pas de critères clairs. Là, l'aide à l'hectare, symboliquement aussi, elle est très forte parce qu'on aide à produire. Et il y a un moment où les agriculteurs ont besoin qu'on sorte du discours catastrophiste, qu'on les aide à faire la transition et aussi qu'on leur donne un cap
parce que les agriculteurs ont effectivement aussi besoin d'être dans la production. Parce qu'effectivement, quand on fait... Je l'ai dit. Absolument. Mais écoutez, monsieur m'a demandé quels étaient nos points d'accord. Voilà notre point d'accord. Et justement, moi, j'ai une vraie question parce que Gaspard Koenig n'assumait pas le terme ni productiviste, ni décroissant. Oui. Est-ce que c'est pas vrai aussi qu'il y a une agriculture plutôt productiviste? Vous êtes céréalière, vous n'avez peut-être pas les mêmes problématiques que d'autres agriculteurs. Vous êtes plutôt proche de la FNSEA. On voit effectivement qu'il y a d'autres syndicats qui ont une autre sensibilité. Et est-ce qu'en termes de trajectoire, est-ce qu'il n'y a pas une vraie question sur le fait qu'il faut peut-être produire moins et produire encore mieux, parce que c'est vrai que on produit plutôt mieux que les autres pays du monde. On peut produire plus et mieux, et on peut produire plus et mieux. Ça, c'est certain. Parce qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir cette crainte de la... Alors pour le coup, puisqu'on parle de la science, c'est un autre point d'accord qu'on a, c'est faire confiance à la science. Mais peut-être pas aux mêmes scientifiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple Emmanuel Charpentier et plus de 30 prix Nobel qui ont dit aujourd'hui, elles ont fait une lettre ouverte à la Commission européenne, aux institutions, aux États. Donc Emmanuel Charpentier, c'est celle qui est le prix Nobel, donc elle est française, qui a inventé la technique des ciseaux moléculaires. C'est la technique par laquelle on a produit le vaccin Covid. Donc c'est-à-dire on va faire cette technique du CRISPR-9 sur la sélection des plantes, si on l'autorise. Ça va permettre non pas de modifier génétiquement en fait le génome de la plante, on ne va pas prendre le gène du cochon pour l'introduire dans le gène de la tomate, je caricature, mais on va, dans le génome, réveiller certaines caractéristiques et en endormir d'autres pour permettre à la plante d'être plus résistante à certains facteurs. Plus résistante à la sécheresse, être dépendante de moins de produits chimiques ou non chimiques, en tout cas moins dépendante d'intrants. Et dans le contexte actuel des crises climatiques à répétition, ça, ce sont des outils extrêmement intéressants. Et l'Europe est encore une fois à la traîne. Parce que l'Europe réglemente, parce que l'Europe réfléchit, parce que l'Europe philosophe, pendant que les États-Unis inventent et puis pendant que la Chine produit. Et nous, on est encore en train de se demander si on a quand même autorisé ça pour le vaccin en santé humaine, mais est-ce qu'on pourrait peut-être autoriser ça ou pas pour la santé des plantes? Vous voyez, on en est encore là. Et on a des prix Nobel, des scientifiques qui nous disent aujourd'hui produire plus et mieux, c'est possible, parce qu'on a les outils. On a les solutions de robotique, on a les solutions de génétique, on a la science qui nous met à disposition ces facteurs de progrès. Et il faut que ça arrive dans les cours de ferme. Il faut que les agriculteurs puissent avoir accès à ce genre de technique. Produire plus, ce n'est pas un gros mot, et produire mieux, c'est très important. Alors, Gaspard Koenig, vous vouliez répondre? D'abord, il ne faut pas mélanger la technologie et la science. Il y a des progrès technologiques d'un côté, oui, qu'il faille les suivre aveuglément sans regarder ce que nous dit la science fondamentale, la recherche aujourd'hui, c'est une autre question. Produire plus et mieux, oui. Les experts, les agronomes de l'INRAE vous expliquent qu'aujourd'hui, on peut, avec des associations, alors même si c'est très complexe à faire, même si ça demande beaucoup de savoir-faire, même si ça doit être adapté à chaque terroir, même si c'est moins facile qu'effectivement avoir des intrants un peu universels, on peut, par des techniques agroécologiques, faire au moins autant, voire mieux, et plus de rendement. Mais j'aimerais revenir sur... Donc Emmanuel Charpentier n'est pas une scientifique. Et après, sur les CRISPR... moi, je suis ouvert sur la question du CRISPR. Là, je vous parle de la question des intrants, ça n'a rien à voir avec la question du CRISPR et de la modification génétique. Donc, il faut quand même un peu serrer les problèmes. Mais ce qui m'inquiète, et là où en revanche je trouve que vous êtes dans un déni incroyable, c'est, et vous pourriez avoir le même discours et nous pourrions vous entendre, si vous aussi vous ouvriez les yeux sur ce qu'on nous dit aujourd'hui de la contamination des sols et de l'appauvrissement des sols. Enfin, moi, je ne suis pas du tout un ayatollah de l'écologie. Il y a 5 ou 6 ans, je ne viens pas de cette famille intellectuelle, j'ai découvert ces choses-là en m'intéressant à la matière, en rencontrant et en lisant des recherches agronomiques. Et oui, aujourd'hui, il y a un énorme problème de dégradation de la vie dans les sols. Vous avez moins 80% de biomasse dans la plupart des sols cultivés en conventionnel. Encore une fois, 60% des sols européens qui sont appauvris, selon l'étude européenne d'observation des sols. Vous pouvez toujours me dire, oui, mais ce n'est pas mes scientifiques, etc. Chacun va avoir ses scientifiques préférés. N'empêche que dans tous ces milieux que je fréquente aujourd'hui, c'est absolument consensuel. Et vous avez des piles, j'ai cité dans mon livre d'ailleurs, des piles de recherches qui s'accumulent sur le sujet. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Parce que le progrès humain et le progrès agricole, c'est reconnaître ses erreurs. Personne ne tient responsable pour les avoir faites, puisque à l'époque, et ça a résolu un certain nombre de problèmes à l'époque. C'est le chemin de l'évolution naturelle. Il y a des erreurs, il y a des mutations, il y a des expérimentations, et après on corrige. Mais pour ça, il faut aussi ouvrir les yeux et reconnaître ses erreurs. Et ceux qui sont contre le progrès aujourd'hui, ceux qui refusent de reconnaître les erreurs. Oui, les nappes phréatiques sont polluées. Oui, les sols sont appauvris. C'est pas faire de l'agribashing. C'est un constat. Maintenant, on peut tous ensemble, et les agriculteurs ont justement un rôle absolument premier à jouer pour construire des solutions d'avenir. Et
dernier point, vous revenez sur le catastrophisme. Et effectivement, le premier truc qu'on va me répondre, c'est vous êtes éco-anxieux, machin. Moi, effectivement, je veux dire, ne pas être éco-anxieux aujourd'hui, c'est être complètement irrationnel, en fait. Vu la gravité, non seulement des questions climatiques dont qu'on voit tous les jours maintenant illustrées de manière très précise dans les pays voisins et chez nous, et vu surtout ce dont on parle le moins et qui est le plus grave, qui est l'effondrement de la biodiversité. Vous avez quand même 74% des populations d'espèces vivantes qui ont disparu sous l'effet de l'action humaine ces 50 dernières années. Et c'est pas principalement dû au changement climatique, c'est dû à la destruction des habitats et à la raréfaction des ressources. C'est l'IPBES qui le dit, qui est un peu le GIEC de la biodiversité. Oui, c'est un effondrement qui menace... franchement, entre les agriculteurs français et ce qui se passe en Chine, qui est responsable dans cette histoire? Est-ce que c'est vraiment nous qui sommes responsables et qui pouvons arrêter ça aujourd'hui? On peut déjà, ce qu'il y a de bien avec la biodiversité, c'est que, contrairement à la question du carbone, chacun peut agir, mais de manière extrêmement concrète. Si vous avez un jardin que vous laissez l'herbe pousser au lieu de la tondre tous les 15 jours, vous avez agi en faveur de la biodiversité, vous avez rajouté des insectes, il y a des oiseaux qui reviennent, vous avez remis un peu de vie autour de vous. Donc chacun peut agir. Et surtout, on peut ensuite voir le problème de manière positive. Il est évident aujourd'hui que la régénération des sols et la transition écologique, disons, dans son ensemble, pour moi, ne peut venir qu'avant tout des agriculteurs. C'est pour ça que je pense qu'on rentre dans un âge physiocratique, au sens du 18e, c'est-à-dire qu'on comprend que toute richesse vient ultimement du sol, et que le sol, c'est vraiment notre richesse première qu'on peut faire après avec tous les algorithmes de recommandation avec plein d'intelligence artificielle. Si on a bousillé les sols, ça ne sert à rien. C'est pas pour rien, comme je disais au début, que l'humus vient d'humain, que dans toutes les grandes religions, l'homme vient de la terre et retourne à la terre. Et d'ailleurs, une dimension métaphysique de l'humus, j'ai bien compris, pas l'objet de la discussion aujourd'hui, et qui serait intéressant quand même de creuser, c'est le cas de le dire, puisque l'humus, c'est vraiment ce qui transforme la mort en vie. C'est ce qui fait que tous les cadavres, végétaux, animaux, sont décomposés, les molécules cassées, et ensuite recyclées en éléments biogènes qui peuvent à leur tour alimenter le cycle de la vie et donc le progrès sur Terre. Et donc dans cette perspective, régénérer les sols, c'est pas juste une lubie, c'est que ça permet, c'est la clé pour à peu près tout. Ça permet, de réintroduire la vie, de recréer de la biodiversité, de stocker du carbone. On connaît la règle du 4 pour 1000, qui avait été à l'époque une politique d'ailleurs gouvernementale sous Stéphane Le Foll, qui était de rappeler que si on augmente la matière organique de 4 pour 1000 chaque année dans les sols, on compense l'ensemble des excédents carbone de l'humanité. C'est évidemment permettre de filtrer l'eau, parce que une terre avec plein de vers de terre, c'est une terre qui draine naturellement l'eau et qui évite justement les glissements de terrain, si vous voulez, la solidification, la compaction du sol, qui fait que l'eau glisse, va directement au cours d'eau ou se retrouve en inondation catastrophique dans des villes qui sont trop bitumées. Donc ça permet au sol de drainer l'eau et ça permet aussi de la filtrer. Par exemple, le sol et les eaux humides permettent de dénitrifier naturellement les eaux. Donc normalement, une eau qui est dans une nappe, mon prochain roman est sur l'eau, donc hélas, je m'intéresse beaucoup au sujet. Je fréquente maintenant aussi, après avoir fréquenté des agronomes, des hydrologues et des géohydrologues. L'eau qui tombe dans une nappe, elle devrait être pure en fait. Il n'y aurait plus qu'à avoir qu'à se servir, mettre éventuellement un peu de chlore pour tuer les bactéries ou les E. coli qui viendraient s'y loger. Et puis, ça devrait être assez simple. C'est d'ailleurs comme ça que l'humanité a bu pendant des centaines de millions d'années. Aujourd'hui, plus, et c'est quand même assez vertigineux, plus une eau de nappe, et il y a effectivement d'autres facteurs, il y a les médicaments, il y a les poils téphales, on est bien d'accord, plus une eau n'est pure. C'est bien pour ça d'ailleurs que vous avez tous ces scandales avec les minéraliers qui ont caché les traitements qu'ils donnent sur l'eau, parce que normalement, ils ont l'interdiction... On va laisser répondre la réponse. Mais je veux dire, ça, c'est une vraie réalité, donc prenez-la en compte, sur l'eau. Et puis progressons. Et évidemment que sans doute que l'ensemble de l'agriculture se dirige vers quelque chose de meilleur, tant mieux, mais très bien, mais autant lui donner une direction claire et positive, plutôt que de me dire c'est de l'agribashing, enfin tout ça c'est aussi des mots-clés, puisque vous me reprochez d'utiliser des mots-clés. On laisse répondre ça n'a pas tellement d'intérêt. Sur l'eau, et après j'aimerais quand même qu'on parle avant la fin de l'émission du Mercosur, mais vous vouliez réagir. C'est vrai que la question de l'eau, effectivement, fait débat, avec parfois des actions violentes, mais si on met de côté l'extrémisme des soulèvements de la terre, est-ce que c'est pas malgré tout une vraie question ? M. Koenig les a qualifiés de mouvements très raisonnables il y a quelques
quelque temps. Donc, je ne sais pas, on ne doit pas avoir la même définition de raisonnable. Moi, quand je vois des mouvements justement qui se radicalisent, je trouve ça extrêmement inquiétant. Dès que l'agriculture essaie de proposer des solutions pour pouvoir prendre ce qui tombe en excédent l'hiver et le réutiliser l'été, on se fait traiter de personnes qui accaparent l'eau, etc. Il n'y a aucune possibilité, avec des mouvements aussi radicalisés, d'avoir un débat apaisé sur des questions essentielles. Et quand on continuera comme ça à parler avec des mots-clés sur le problème d'appauvrissement des sols, sur le problème de modification du cycle de l'eau, on ne pourra pas avancer de manière sereine et apaisée. Ce sera impossible. Là, voilà, votre punchline du débat, c'était vraiment la surexploitation des sols. On avait compris, vous appuyez sur des études catastrophistes, etc. Moi, je pense que, par exemple, on peut parler carbone. Parce qu'effectivement, l'agriculture, et là c'est un point de consensus, l'agriculture est une solution pour lutter contre le changement climatique. Parce que les sols, aujourd'hui, et les cultures sont un outil à la fois de captation du carbone. Le mécanisme de la photosynthèse capte le carbone. Et les sols, le fait de pouvoir utiliser les sols et d'encourager des pratiques vertueuses, et non pas réglementer avec des discours complètement hors sol, mais d'encourager des pratiques vertueuses pour stocker le carbone, est une réponse au changement climatique. Et quand on voit ces mêmes associations radicalisées écologistes qui tapent sans cesse sur la production de maïs, par exemple, alors que le maïs est la plante la plus vertueuse, elle va capter autant de carbone, un hectare de maïs va capter autant de carbone qu'un hectare de forêt. Les éleveurs, quand ils font de l'élevage à l'herbe, comme on a aujourd'hui dans le Cantal, enfin partout en France encore où il y a de l'élevage, où les agriculteurs arrivent à subsister, à garder leur élevage, c'est aussi la culture qui est la plus vertueuse pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique et capter le carbone et stocker le carbone. Et on voit les mêmes associations radicalisées comme L214 qui font des intrusions dans les élevages, qui remettent sans cesse en cause le bien fondé des pratiques d'élevage. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que si on veut avoir un débat apaisé, constructif, qui va faire avancer tout le monde dans la prise en compte des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux écologiques, dans une logique de confiance et d'avancée, on ne peut pas continuer à radicaliser le débat et à laisser la place à des acteurs qui utilisent, que ce soit dans le langage ou dans la violence physique, des choses aussi radicalisées. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, sur la partie, je dirais, un peu plus globale, la question n'est pas de vouloir se remettre en cause ou pas. La question, c'est que je ne veux plus entendre que la profession agricole ne s'est pas remise en cause. C'est faux. Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'elle se remet en cause et qu'elle avance. Donc je ne veux plus entendre le modèle au singulier. Et il faut changer de modèle. C'est une phrase que on ne peut plus supporter. Ce n'est plus entendable. Cette phrase, c'est un point voilà, qui n'est pas négociable. Stop à l'autoflagellation, stop au discours catastrophiste. Regardons ce qu'il faut faire pour avancer, regardons ce qui a été fait de bien, mais sans mettre de la violence et de la radicalisation, autant dans les éléments de langage que dans la place qu'on peut laisser, je vous le disais, à des associations radicalisées. Et sur l'eau, puisque c'était l'objet de votre question, là, je pense que M. Koenig en sait beaucoup plus que moi, mais toutes les grandes civilisations ont voulu avoir la maîtrise de l'eau pour pouvoir exister. Je pense bien sûr à la civilisation des Mayas, mais l'eau, c'est un enjeu essentiel. On l'a vu en Espagne aujourd'hui. Moi, j'ai des collègues parlementaires européens espagnols qui me disent que cette catastrophe dramatique qui a touché les Espagnols dans leur cœur, dans leur chair, et en fait, le fait d'avoir supprimé différents barrages, entre 100 et 200 points de barrage sur la région espagnole qui aurait favorisé cet accès violent, tout ça nous montre bien que la maîtrise de l'eau, que la gestion anticipée de l'eau, autant dans ses aspects quantitatifs que qualitatifs, est extrêmement importante. C'est un enjeu qu'on ne peut pas traiter à la légère. Dès qu'on essaie de modifier le cycle de l'eau pour avoir une certaine maîtrise avec du bon sens, là où c'est durable, là où c'est pertinent, là où c'est logique, le fait de pouvoir stocker ce qui tombe en excès pour le redistribuer l'été à l'agriculture, pour le tourisme, pour la lutte contre les incendies, dans une logique multi-usage d'intérêt général, c'est un tabou qu'il faut aujourd'hui absolument lever parce que c'est un enjeu essentiel pour l'Europe dans les décennies à venir. J'aimerais qu'on parle dans la dernière partie de cette émission de la question du Mercosur, parce que c'est une des vraies raisons de la colère des agriculteurs aujourd'hui. Gaspard Koenig, est-ce que l'une des premières choses à faire aussi, c'est peut-être d'arrêter avec une logique de libre-échange qui apparaît absurde. Je veux bien qu'il y ait des problèmes, que les agriculteurs français ne soient pas parfaits, mais a priori, on a un modèle qui est quand même préférable à celui du Brésil. Et du reste, même si le modèle brésilien était parfait, l'impact du transport, tout simplement, est assez peu
vue écologique. Quel est votre regard, vous, sur ces traités de libre-échange, d'autant plus que, vous l'avez dit, vous avez une conversion récente à l'écologie, mais vous étiez plutôt, je vous ai connu, un libéral, défenseur du libre-échange, de la mondialisation. Est-ce que vous avez évolué là-dessus? Est-ce que les deux sont compatibles ou pas? C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour la raison que vous venez d'évoquer, que Céline Aymar, plutôt que de me présenter comme une espèce d'agribasheur comme les autres, il serait mieux de comprendre à quel point elle peut trouver des alliés dans des gens qui ne sont pas aussi... Ce sont des gens qui, comme moi, ne sont pas hostiles au capitalisme, ne sont pas hostiles aux agriculteurs, mais en même temps ont pris conscience de la gravité de la situation écologique et que nous dire que pour l'eau, c'est pas grave, il suffit de mettre plein d'installations humaines, plein de barrages et plein de J'ai jamais dit ça. Pour régler la question. Encore de la caricature. Bon, d'accord, alors pardonnez-moi, mais en tout cas, sur l'eau, il y a énormément de solutions justement beaucoup plus régénératives qui existent. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu d'inondation à Valence pendant 1000 ans, c'est qu'il y avait des huertas à Valence qui avaient organisé des tours d'eau. Elinor Ostrom en a parlé dans sa thèse sur les communs. Il y avait un fonctionnement en commun qui faisait qu'on gérait l'eau de manière assez démocratique. Que chacun participait à l'élaboration institutionnelle du système de l'eau, c'est ce qu'on appelle gérer des communs, gérer une ressource rare, et que précisément ça fonctionnait parce que c'était alimenté par toute une connaissance empirique, et que tout ça a complètement disparu sous les coups de la grande planification d'État qui connaît mal. Aujourd'hui, on peut pas tout. Un ingénieur ne peut pas planifier la répartition de l'eau en France. On connaît très mal. Savoir exactement où est l'eau, où sont les nappes quand ça tombe, anticiper des dérèglements climatiques. Pardon, je reviens sur le Mercosur. Je suis désolé, c'est parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais okay. Sur le Mercosur, vous a compris sur le Mercosur, j'ai des choses juste très banales à dire. Dans un monde où chacun a les mêmes contraintes, disons, environnementales par exemple, ou normatives, évidemment que je suis favorable à ce que les gens puissent échanger, jouer sur leurs avantages comparatifs, diviser le travail, bon, très bien. Mais dans un monde où ce n'est pas le cas, il est évident, totalement évident, qu'il faut mettre aux frontières les barrières ou les tarifs, en tout cas les barrières, qui font que si nous, on s'impose un certain nombre de normes, d'abord, on les oppose de manière homogène sur l'ensemble du territoire européen, tous les mêmes, il n'y en a pas qui surtransposent ou qui sous-transposent, puisque ça recrée de la concurrence déloyale en interne, et que par rapport à l'externe, il y a tellement de bon sens qu'on ne peut pas interdire, qu'on ne peut pas autoriser l'importation d'un produit qu'on se refuserait à produire soi-même sur son sol. Enfin, c'est vraiment, je dirais, l'évidence même. Donc, pour toutes ces raisons-là, et sans bien connaître le sujet, je suis plutôt favorable au rejet actuel du Mercosur par la profession et par d'ailleurs visiblement toutes nos instances politiques. Après, je dirais, il ne faut pas se tromper non plus d'ennemis. C'est bien de manifester en France, mais là, en l'occurrence, il faut manifester à Bruxelles, puisque c'est là que ça se joue aujourd'hui. Et d'ailleurs, tous ces sujets-là se jouent à Bruxelles, et les gens ont peu conscience du fait que ces débats ont lieu à Bruxelles, où vous siégez. Tous les débats sur le pacte vert, tous les grands débats écologiques et agricoles ont exclusivement lieu, et c'est normal, et c'est bien, au niveau européen. Et il faudrait aussi que les médias réinvestissent un peu cette sphère, parce qu'on ne sait pas, enfin, on entend vraiment de manière très, très phénoménale ce qui se passe à Bruxelles, alors que ça devrait être en fait le cœur premier de nos préoccupations politiques quand on s'intéresse à ces sujets. Vous êtes député depuis récemment, mais est-ce que Bruxelles n'a pas aussi une énorme responsabilité dans la souffrance des agriculteurs? Et là, effectivement, il y a un consensus apparemment dans la classe politique contre le traité du Mercosur. Enfin, ce n'est pas le premier traité de libre-échange qu'on signe. Il n'y a pas encore très longtemps, on a signé un avec la Nouvelle-Zélande. On va importer notamment des moutons de Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'était bien nécessaire? C'est un point fondamental, c'est que dans les traités européens fondateurs, les États membres ont donné en fait le mandat à la Commission européenne de négocier les traités de libre-échange. Et quand moi j'entends Emmanuel Macron dire à Paris non, on ne signe pas d'accord, on n'est pas d'accord, on ne veut pas signer, on ne va pas signer, on ne va pas signer, il n'a pas toujours fait entendre la même musique à Bruxelles. Et en fait, le problème fondamental, c'est la perte de poids politique de la France à Bruxelles. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, puisque cet accord est en cours de négociation depuis 1999, ça commence à dater. Et en fait, quand la France était beaucoup plus forte, avait beaucoup plus de poids à Bruxelles, elle aurait pu faire entendre une voix beaucoup plus forte, ça n'a pas été le cas. Et maintenant que la France a une position extrêmement ferme, notamment M. Barnier est allé voir Mme von der Leyen la semaine dernière pour dire que la France ne pouvait pas soutenir cet accord, le poids de la France est plus faible. Et aujourd'hui, il y a énormément de pays qui ont intérêt à signer cet accord. L'Allemagne, par exemple, l'Espagne, il y a beaucoup de grands pays pour qui cet accord, dans un contexte de repli protectionniste suite aux élections, avec l'élection de Donald Trump et avec une stratégie commerciale très agressive et faite aussi à coup de rétorsion de la Chine, on a des marchés qui se ferment. Donc
cet accord avec le Mercosur, qui fait à peu près, qui pèse 45 milliards d'euros des deux côtés, entre les imports et les exports respectifs, c'est une opportunité pour tous nos voisins des pays d'Europe du Nord, pour l'industrie automobile allemande, pour l'industrie pharmaceutique, pour l'industrie textile, pour la chimie, pour les machines, pour beaucoup de choses. Donc c'est là où nous, la France, qui sommes le plus grand pays agricole d'Europe, on a beaucoup de mal à expliquer que nous, parce qu'on a tout intérêt et on veut défendre notre agriculture, nos agriculteurs, les protéger de la concurrence déloyale, effectivement appliquer ce principe de bon sens qui est qu'on ne peut pas, sans réglementation, importer sur notre sol des choses qu'on n'a pas le droit de produire, et bien la France se retrouve avec une voie qui est isolée. Donc le travail à la fois de Michel Barnier, c'est de trouver des alliés au niveau du Conseil et de trouver suffisamment d'alliés pour instituer une minorité de blocage, c'est-à-dire 4 États membres qui vont peser plus de 35,1% des voix, donc plus d'un tiers des voix. Et le travail des parlementaires européens comme moi, qui nous opposons à l'accord, c'est aussi de trouver des alliés au Parlement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les jeux politiques d'équilibre au niveau européen sont très différents du niveau français et qu'on doit toujours trouver des alliés pour beaucoup de choses. Et ici, en l'occurrence, vu que la Commission, il est possible qu'elle scinde l'accord en 2 parties, que la partie commerciale puisse se mettre à l'œuvre sans ratification des parlements nationaux, ça a été fait avec le Chili, eh ben, on n'est pas sûr que en fait, un veto d'un seul État membre puisse empêcher la signature. Ce qui est probable, c'est qu'il faille qu'on réunisse cette minorité de blocage. Et ça, c'est un travail qui est un travail à la fois d'influence et un travail politique très fort. Donc la France est très unie dans ce combat-là, ça c'est la bonne nouvelle, mais le sort de cette signature du Mercosur n'est pas joué. Il nous reste vraiment qu'une petite minute. J'ai envie de rebondir avec vous sur ce que disait Gaspard Koenig, que c'est un enjeu fondamental, que tous les principaux débats se passent en Europe. On voit que c'est extrêmement compliqué de faire entendre la voix de la France. Vous qui connaissez ce système de l'intérieur, est-ce que ce système est vraiment démocratique? C'est la question que je me pose. Je suis désolé, il nous reste une minute. La Commission a beaucoup de pouvoir. La Commission a déjà la capacité d'initiative législative et la Commission, ce sont des fonctionnaires qui ne sont pas élus directement par le peuple. Mais on ne peut pas complètement dire non plus que le système n'est pas démocratique parce que ce sont les pays qui ont voté, par exemple Maastricht ou les différents traités, qui ont permis à la Commission européenne d'avoir ce pouvoir qui est cranté de manière ensuite ultérieure par la Cour de justice notamment. Donc il y a un effet de crantage qui fait que finalement la Commission, oui, a beaucoup de pouvoir et la Commission, non, n'est pas élue démocratiquement, mais elle prend quand même son pouvoir de quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment, ce sont quand même les États membres qui ont voulu, de manière consciente, déléguer ce pouvoir-là à la Commission. Et puis il faut rappeler que les commissaires européens sont confirmés par le Parlement européen. Et moi, je plaide pour que le Parlement européen ait le pouvoir d'initier des lois. Et à ce moment-là, on retombe dans une... Oui, je sais, on retombe dans un régime parlementaire classique. Ce sera un autre débat. Là aussi, il faut peut-être changer de trajectoire. On s'est peut-être trompé quand on a signé ces traités. Ce sera l'objet sans doute d'un autre débat. On vous réinvitera. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a eu un débat de fond malgré tout. Même si ça a été parfois tendu, c'était passionnant. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Esprit Libre. Merci. Merci.